Amazon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan quantitatif concernant cette compagnie? Je rappelle une chose, je suis actionnaire d'Amazon. Ça nous aurait pris ici 2 secondes, histoire de dire ici que c'est simple. Amazon, vous l'achetez à 15 fois les cash flows opérationnels et c'est géré. Donc, j'aurais la vidéo pourrait s'arrêter là. Mais on va refaire un tour d'horizon parce que c'est toujours intéressant de le faire. Et on va essayer de comprendre pourquoi quantitativement, c'est une entreprise qui, moi, pourrait m'intéresser. Admettons qu'on ne connaissait pas du Amazon. Mettons-nous dans les chaussures, enfin, portons les mêmes chaussures qu'une personne qui arrive sur, je sais pas moi, la fiche technique d'Amazon et a du mal à décider si c'est une entreprise qui mérite son attention ou pas du tout. La première chose qu'on va regarder, c'est le revenu. Qu'est-ce que je recherche? Stabilité ou croissance? Je ne vous ai pas dit décroissance, j'ai d'abord dit stabilité. Donc si on avait une ligne droite, ça allait m'intéresser. Si on avait une ligne décroissante, là par contre, ça allait commencer à devenir bizarre. Mais attention, la décroissance ne raconte pas tout. Comme je le dis toujours, ici on est dans le constat. On fait de l'analyse quantitative. Le quantitatif présente les chiffres. Le qualitatif fait parler des chiffres. Les deux sont indissociables. Et c'est ça qui donne une analyse fondamentale. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur des chiffres et dire que vous avez fait une analyse fondamentale. Non. Pourquoi? Parce que les chiffres sont toujours en retard par rapport aux fondamentaux qualitatifs. Il peut se passer quelque chose de très mauvais au sein de l'entreprise en date d'aujourd'hui, mais ça ne se voit pas encore au niveau des chiffres. Peut-être parce qu'on a déjà peut-être parce qu'on a vendu la production de cette année l'année précédente. Et donc les chiffres sont encore mignons. Mais le mal est déjà fait. C'est pour ça que je vous encourage toujours à aller en profondeur. Si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas plus grave que ça. Mais sachez que vous faites de l'analyse quantitative. Et ça également, vous pouvez gagner de l'argent dessus. Mais vous devez avoir un énorme portefeuille. OK? Donc, fermons cette parenthèse-là. De toute façon, on est venu pour parler d'Amazon ici. Amazon, croissance des revenus, j'aime ça. Ensuite, qu'est-ce que je regarde? C'est la vélocité de cette croissance-là. C'est juste pour constater. Parce que la croissance finit toujours par ralentir. Ça, c'est une certitude. OK? Et ne vous amusez pas à extrapoler la croissance. Par exemple, on a eu 20% de croissance en moyenne sur les 10 dernières années. Donc, si on a le même niveau de croissance sur les années à venir, voici ce que ça pourrait donner. Non. Attention. OK? Prenez toujours au moins quelque chose qui s'apparente à la croissance du marché global de cette compagnie. Et quand on parle de marché global, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels Amazon exerce? Ou bien quel est le secteur d'activité? Quel est le nom principalement? Vous allez voir qu'Amazon, c'est plusieurs secteurs. Vous avez, appelons-le comme ça, celui des data, je ne dirais pas data center, mais euh, disons-le, la fourniture de cloud, ok, cloud provider, c'est un marché particulier. Ensuite, vous avez ici le broadline retail, donc c'est essentiellement c'est le terme moderne ici comment on appelle ça, c'est le terme moderne ici des department stores. Vous vous rappelez de ces magasins dans lesquels il y avait plusieurs départements. On pouvait vendre ici des articles de sport, là, de la cuisine, un peu de tout. D'accord? Ce sont les premiers magasins à avoir été disruptés par Amazon de manière générale. Bref, il ne suffit juste pas d'extrapoler la croissance. Il ne faut pas faire ça. OK? La seule, le seul élément sur lequel vous devez vous baser pour extrapoler la croissance, c'est généralement sur un document fourni par le management. OK? Ou bien votre estimation globale ici du marché. D'accord? Et quand on dit votre estimation, vous avez pris tous les concurrents. Vous avez remarqué ici que c'est un marché, disons, nous opérons par exemple dans le cloud providing. Donc, disons que c'est un marché de 100 milliards. Et c'est un marché qui va connaître une croissance d'ici 2030, disons, de 10% en moyenne. Sur les années précédentes, c'était à peu près une quinzaine de pourcents. Donc, on s'attend à un ralentissement. Donc, il y a de fortes chances que Amazon fasse au moins du 10%. Et si on coupait la poire en deux, mettons juste 5%, il y a de fortes chances que Amazon fasse au moins 5%, même si le marché va avoir tendance à croître à des niveaux bien plus élevés. Donc, comme moi, je vais extrapoler la croissance, je prendrai 5%. Je divise le chiffre par 2. Parce que tôt ou tard, la croissance finira par ralentir. Le chiffre 10, on aura peut-être quelque chose plus que ça, moins que ça, mais ça sera le prix que c'est le prix que je vais choisir. Et je vous ai toujours dit une chose, c'est le chiffre que je vais choisir. Je vous ai toujours dit une chose, c'est qu'on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Ce qui sous-entend que on préfère acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Maintenant, vous comprenez de plus en plus pourquoi est-ce qu'il est important
de ne pas extrapoler la croissance. Ça se voit aujourd'hui avec les logiciels. Et vous connaissez mon avis sur les logiciels. Je fais partie de ceux qui pensent que, voilà, les logiciels, c'est maintenant que ça commence à être intéressant. Bref, revenons sur Amazon. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau des chiffres, hein. Il y a énormément de choses à dire. Pour vous dire la vérité, je trouve que c'est un exercice qu'on a tendance ici à négliger ou bien à faire à la va-vite, mais juste avec les chiffres, je peux déjà savoir quel type de questions je vais poser en regardant les rapports annuels. Par exemple, quand il y a de la croissance, elle provient d'où? Pourquoi est-ce qu'il y a la croissance sur le service AWS? C'est le pourquoi qui m'intéresse. Pas juste qu'il y a eu une croissance. Non, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a signé un gros client ponctuel? Ou bien c'est parce que le marché est de plus en plus large? Ou bien c'est parce qu'on a introduit un nouveau produit? Bref, il y a beaucoup d'éléments derrière. Donc, et une croissance ici du revenu de 20% n'est pas synonyme d'une croissance des bénéfices de 20%. Les bénéfices peuvent être moins élevés, peuvent croître moins rapidement ou plus rapidement. D'accord? Continuons. Je constate juste la croissance. Je vois qu'on a encore une entreprise ici qui a une croissance à double chiffre. Tant mieux. Ensuite, ça me plaît déjà. Marge brute. Le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. Une entreprise qui arrive à maintenir ses marges brutes à un niveau stable pendant très longtemps a sûrement un pricing power. Parce que comptez avec ça le prix de l'inflation, le ralentissement dans certaines industries, etc. Si vous arrivez à maintenir vos marges brutes stables, vous avez quelque chose de spécial. Et donc, le premier niveau de pricing power, c'est ici. Moi, c'est à ce niveau-ci que je peux déterminer si une entreprise a un avantage concurrentiel ou pas. Juste avec ça, je n'ai pas besoin d'aller regarder le ROIC parce qu'il reste une métrique très intéressante, mais une métrique qui peut être manipulée comme toutes les métriques de manière générale. Donc, quelqu'un va s'asseoir et il se dira « Ah non, c'est 10% de ROIC, c'est nul, machin, je cherche du 15%. » Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent ici, qui font à ce que ce chiffre-ci soit très, très bas. Il faut donc rechercher l'information ou la réponse au niveau du calcul même de ce ROIC. C'est pour ça que vous devez déjà apprendre à calculer les ratios. Ça vous permettra de mieux expliquer pourquoi est-ce qu'un ratio monte ou diminue sans même avoir... Quelles sont les hypothèses derrière l'augmentation ou la diminution d'un ratio. OK? Donc, je viens ici. Marge brute. Vous constatez quoi? La marge brute augmente, les amis. On est à 50%. 50% de marge brute. Extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. 50% de marge brute. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Et là, je constate que le nombre d'actions augmente. Et je n'aime pas ça. Moi, je ne fais pas partie des gens qui aiment quand le nombre d'actions augmente parce que c'est une dilution. Maintenant, je veux savoir pourquoi. Et je sais que dans ce genre de business, si c'est une dilution pour généralement, comment on dit ça? Augmenter la dépense en capital, faire des acquisitions, je peux comprendre, mais encore, ça dépend du projet. Mais si c'est au niveau des stock-based compensation, sachez que c'est quelque chose qu'il va toujours falloir regarder. Mais qui est également compréhensible, parce que les SBC sont de log ici de 2%. Vous allez vous dire, c'est pas grand-chose, mais Amazon, c'est près de 2% de 700 milliards. De 700 milliards, ça fait combien? On est presque à 14 milliards de SBC. Si ma mémoire est bonne. SBC, ouais, c'est ça, bien plus que ça. C'est 20 milliards. Donc, c'est 20 milliards de nouvelles émissions par an. D'émissions de nouvelles actions par an. 20 milliards. Attendez. Oui, c'est ça. Sur la dernière année, on va le dire comme ça, stock-based compensation, je vais le mettre ici annuellement. Sur la dernière année, c'est 20 milliards. Donc, si l'action Amazon s'est négociée en moyenne à 2 milliards durant l'année 2025, si on a émis pour 20 milliards d'actions, ça veut dire quoi? 1%. Vous avez 1% de la valorisation globale ici a été impactée par l'émission de nouvelles actions. Donc, je ne dirais pas que ça a baissé de 1%. Je pense que le chiffre exact, c'est 1 divisé par 0,99. Oui, c'est ça. Donc, votre gâteau a diminué de 1%. OK? Donc, on n'aime pas ça. Mais ça peut également être compréhensible. C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Et si ça va avoir tendance à ralentir. Parce que maintenant, ça va compter de plus en plus. Surtout au niveau des softwares, il y a beaucoup de SBC à ce niveau-là. Franchement, c'est incroyable. Moi, je vous encourage à moins prendre les SBC dans vos analyses.
et a toujours fait une analyse, a toujours prendre une valorisation sans SBC. D'accord? C'est encore plus important en date d'aujourd'hui. Bref, sur Amazon, on sait par exemple que le SBC, c'est 2% du revenu. Ce qui sous-entend, par exemple, si on prend les free cash flow margin, ça va donner quoi? Bon, ici, les free cash flow peuvent être impactés par les bénéfices nets. Attention. Donc, je vais prendre ici les bénéfices nets en termes de marge, qui sont de l'ordre de 10% ici. C'est bien, mais est-ce que c'est durable? Pour moi, je dirais oui. OK? Je dirais que c'est durable. Et dans ces 2%-là, dans ces 10%, enlever les SBC, donc qui sont, disons, on va enlever 2,70, ça donne à peu près aux alentours de 8% ici. Donc, on a ici aux alentours de 8% de marge bénéficiaire pour ce business. Pour une entreprise qui génère près de 700 milliards, c'est juste énorme. C'est beaucoup. Ensuite, il y a un élément qu'on surveille, surtout en date d'aujourd'hui, c'est le CAPEX. C'est la raison pour laquelle les free cash flows sont moins élevés, parce que le CAPEX est en train d'augmenter. Maintenant, comme question, CAPEX de maintenance ou CAPEX de croissance? Je rappelle que le CAPEX de croissance, c'est un CAPEX discrétionnaire, temporaire. Le CAPEX de maintenance, c'est un CAPEX obligatoire pour maintenir les actifs au même niveau qu'hier. D'accord? Donc, il faut faire la différence ici entre les deux. Si c'est du CAPEX de croissance, ça ne me dérange pas, c'est temporaire. Et donc, je peux accepter les free cash flow négatifs comme ça sera le cas sur les 2 prochaines années par rapport à Amazon, bien les années à venir. Et ce n'est pas la première fois qu'Amazon le fait. C'est pour ça qu'il faut penser comme un entrepreneur. Cette compagnie va s'échanger, va avoir tendance à avoir des cash flow opérationnels de plus en plus élevés. Et donc, c'est la métrique qui, moi, va m'intéresser au niveau de la valorisation de ce titre. Et donc, si on me demande de valoriser du Amazon ici, je prends 15 fois les cash flows opérationnels. Pourquoi 15 fois les cash flows opérationnels? Prenez la moyenne de ce secteur d'activité. Allez-y sur Guru Focus faire cet exercice-là. Je pense qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Il y a une partie sur Guru Focus ici, on appelle... ma mémoire encore, je le ferai peut-être sur une autre vidéo aussi, mais ça existe, secteur métrique, un truc comme ça, sur Guru Focus. Vous allez trouver 15 pour cette industrie. Alors, je prends mes 15. Maintenant, 15. Quelle année? L'année prochaine? L'année prochaine? Ou l'année passée? Et vous constatez ici que l'année prochaine, ça augmente. Enfin, cette année, décembre 2026, on s'attend à ce que les cash flows opérationnels augmentent. 2027 également. 2026 aussi. Et je tiens à vous dire qu'ici, je serais malhonnête volontairement. Pourquoi est-ce que je serais malhonnête volontairement? C'est parce que je ne vais pas retrancher les SBC. Vous pouvez le faire. Hein. Je vous encourage d'ailleurs à le faire. Je suis à l'aise avec Amazon sans prendre en considération les SBC. Vous allez me dire ici que c'est peut-être un biais. Comme je suis actionnaire sur Amazon, voilà. Au moins, ça, c'est clair. Donc, allez faire cet exercice-là d'enlever vous-même les SBC. Ça vous donnera un chiffre qui va correspondre à votre conservatisme de manière générale. OK? Et donc, Amazon, $395 d'ici 2028. Et je ne vais pas juste dire 2028, $395. Mon travail en supplément sera de voir d'où est-ce que ça va provenir. Parce que par rapport à 2025, c'est presque 2. Donc, on prévoit doubler le cash flow opérationnel en 3 ans. Pourquoi? Ça, c'est le travail que je dois aller faire en lisant les rapports financiers. OK? En écoutant à peu près les objectifs stratégiques du management, ce genre de choses-là. Parce qu'ici, pourquoi est-ce que je fais confiance à ce chiffre? Enfin, je pourrais faire confiance à ce chiffre. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise, 70% du temps, les analystes ont raison par rapport à leurs prévisions. Et quand on regarde ici le scorecard sur les dernières années, mis à part, je pense, la pandémie, et ça peut être compréhensible, Amazon a toujours été une entreprise prévisible. Et donc, si c'est le cas, la probabilité qu'on ait au moins 21,17 est élevée. Et rappelez-vous, c'est une entreprise qui augmente le nombre d'actions année après année. Donc, les $20,95 de 2026, il dit à 6 mois, quand on vous dit qu'on attend à peu près 21,17, ça prend sans doute en question déjà une certaine dilution. Et quand vous constatez ceci, 2028, c'est à peu près la même chose. Il y a 6 mois, c'était $25,68. Là, c'est $26,55. Donc, il y a une certaine amélioration, il y a un certain optimisme. Et donc, je prends mes 15 fois les bénéfices. Je prends 15 fois minimum. Et je sais une chose, c'est que
le cash flow opérationnel peut être, euh, comment on dit ça? Pas manipulé, mais il peut être influencé par les marges. OK? Et donc, quand je prends 15 fois les cash flows opérationnels, si c'est une entreprise qui a des marges, disons, de 50%, des marges bénéficiaires de 50%, son cash flow opérationnel sera bien plus élevé. La métrique sera bien plus élevée que ça. Mais 15, c'est un bon proxy. OK? C'est un bon début. Il y a de fortes chances qu'on se trompe pas à ces niveaux. Ça fait 395 millions par rapport aux attentes de 2028. Maintenant, 395 millions moins la dette nette. Je prends la dette nette des derniers mois. On a ça ici. Et je rappelle toujours une chose, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Je fais une analyse quantitative ici et jamais je vais acheter une entreprise en me basant uniquement sur les chiffres, sauf si je sais volontairement que je suis en train de spéculer. On a à peu près 4 dollars de dette nette par action. Dès que la dette nette va augmenter, parce que pour se financer, pour 2028, 2026, eh bien, le cash flow opérationnel ne va pas suffire. Donc, on va devoir puiser dans la caisse. OK? Si on est à peu près en 2026, on s'attend à combien en termes de cash flow, opérationnel? Ici, 17,23 $. Si on prend le 17,23 $ multiplié par le nombre d'actions, 17,23 $ multiplié par le nombre d'actions, 17,23 multiplié par, disons, 10 milliards 900, ça donne à peu près 187 milliards. Et si Amazon prévoit dépenser à peu près 200 milliards en CAPEX, ils vont devoir trouver 12 milliards. Et comment on fait pour trouver 12 milliards? Soit on lève de la dette pour 12 milliards supplémentaires, soit on prend dans les réserves de cash pour à peu près une douzaine de milliards. Maintenant, si on a des cash flows plus élevés, tant mieux. Ici, en termes de cash, total cash and short-term investment, qu'est-ce qu'on a? On a près de 123 milliards. En fait, ils n'ont pas de problème d'argent. Ils ont près de 123 milliards en cash. Et en investissement à court terme. Attention, investissement à court terme, ça peut être des equity dans certaines actions. Attention. Donc ici, et même au niveau d'Amazon, au niveau des bénéfices nets, c'est même à retraiter parce que les normalize, la médiane ici, normalize earning, margin, il faut les normaliser parce qu'Amazon est investi dans certaines entreprises et être investi sur certaines entreprises, ici, si la valeur de ces entreprises-là augmente, elle est obligée sur le plan comptable de comptabiliser cette augmentation de valeur-là comme étant un bénéfice. Or, elle n'a pas encore revendu ces actions-là. Donc, vous voyez que les bénéfices nets peuvent être impactés. Enfin, je ne savais pas que la vidéo allait être aussi longue, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je pourrais dire beaucoup de choses sur les éléments quantitatifs d'une entreprise, même si je fais moins de cet exercice-là sur les derniers mois ici. Mais rappelez-vous d'une chose. Le quantitatif, comme je le disais au début, permet de présenter les chiffres. Ça nous permet de décider si c'est une entreprise qui mérite notre attention ou pas du tout. OK? Et s'il y a quelque chose qui mérite votre attention, c'est la description de cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver ici comment on appelle ça? Vous allez retrouver ici le groupe, le Club Top Invest, qui est à peu près, je l'appelle ici, c'est la continuité ici de nos discussions sur YouTube. Comme vous l'avez remarqué, sans doute les commentaires ici sont bloqués parce que je préfère que ça se passe dans un cadre bien structuré et je préfère que, si vous avez des questions, dans l'onglet communauté essentiellement. OK? Enfin, rejoignez le Club Top Invest. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà partagées dessus. Je ne vais pas revenir dessus. De toute façon, c'est gratuit. Donc, je vous laisse aller voir ce qui est à l'intérieur. Et pour les autres également, vous allez remarquer une chose, c'est que le bootcamp est ouvert pour le mois d'avril. J'ai uniquement ouvert 30 places. Si c'est encore disponible, sans doute le lien fonctionne encore. Si ça ne fonctionne plus, ça veut tout simplement dire ici que toutes les places sont prises. OK? Le bootcamp est essentiellement réservé aux personnes qui veulent aller plus loin et qui sont motivées sur les 30 prochains jours à partir du mois d'avril. Ça veut dire que pendant tout le mois d'avril, on travaille ensemble à faire une seule chose, analyser une entreprise de A à Z. D'accord? Une vraie entreprise. Donc, ça veut dire que c'est intensif. Bref, tout est en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, je pense que vous pouvez même réserver un appel quelque part là-bas. Bref, on continue. Alors, au niveau de la valorisation, comme je l'ai dit, c'est simple. 15 fois les bénéfices, ça fait 395. Moins la dette nette, on a 4 dollars de dette nette ici, c'est insignifiant. Donc, je prends 395 dollars ici. Donc, 395, ça sera mon target price.
Et Amazon, on en a parlé il y a très longtemps. Et enfin, au mois de décembre. Au mois de décembre, ça donnait à peu près quoi sur la watchlist. Donc, Amazon va faire partie ici du groupe des Broadline Retail qu'on va sans doute retrouver chez les discrétionnaires. Attendez, non discrétionnaire ou bien discrétionnaire? Ah ouais, c'est ça. Donc, 395, c'est le nouveau target price pour Amazon. Ici. Boum. J'espère que je ne fais pas d'erreur. 300... Ouais, c'est ça. 395, c'est mon target price. Je vous ai expliqué comment est-ce que j'arrive à ce niveau-là et je change la date pour celle d'aujourd'hui. Et j'oubliais dans le Club Top Invest, vous allez retrouver ici, je vous ai mis deux checklists, enfin deux prompts. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un prompt pour pouvoir analyser les ETF. On en reparlera sans doute. Je rajouterai une vidéo. Pour le moment, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Mais il y a un prompt ici, c'est la checklist que j'ai déjà eu à vous donner il y a plusieurs mois ici. Ça, je vous la donne maintenant gratuitement. Vous pouvez la récupérer dans tous les cas de figure. Et la checklist, si j'avais lancé Amazon, voici à peu près les réponses que j'aurais eues. Le but est simple. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Les réponses sont non, oui ou peut-être. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Peut-être pourquoi? Et après, vous prenez vos propres décisions. Modèle, est-ce qu'il est facile à comprendre? Amazon exploite un écosystème intégré, commerce en ligne, service cloud, publicité numérique et service d'abonnement Prime. Vous savez que je considère Amazon comme étant un Costco, une version numérique de Costco. Et pour ceux qui sont dans le bootcamp pour la session du mois de février, vous savez que c'est Costco qu'on analyse. Et donc, prenez à peu près, quand on finira d'analyser cette compagnie, posez-vous la question si Amazon ressemble à peu près à celle-là, mais version numérique. OK? Ensuite, la diversification, intéressant à poser. Dépendance à un client, pas du tout. Attention, toujours intéressant à poser. Potentiel de croissance, et ça, on parle ici de l'expansion massive de l'IA. OK? La robotique logistique, OK? Le projet de satellite Kuiper, machin truc, ça reste des éléments ici de réflexion. D'accord? La direction mise sur l'intégration verticale totale, oui. Plus des maisons, logistique autonome, domination infrastructure, l'IA mondiale. Enfin, je suis plutôt d'accord avec ce narratif-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, Amazon, on vend directement sur nos plateformes, mais également on livre. Et on propose déjà nos services de livraison, donc ça devient un FedEx ou un UPS bis. Intégration verticale. Et vous pouvez remarquer que FedEx, UPS souffrent en date d'aujourd'hui. Alors, parce que Amazon représentait un gros client pour ces entités-là. Et vous allez également remarquer que parfois le problème dans ce genre d'industrie, c'est le retour. Et vous allez constater qu'Amazon, ce n'est pas pour rien qu'ils achètent des magasins physiques. Parce que c'est important pour le retour. Bref, avantage concurrentiel. Le mot, il n'y en a pas 50 000. Il y en a 5 qui ont un nom bien particulier et on sait à quoi ça ressemble. L'effet de réseau. Plus Amazon est utilisé, plus il a de la valeur. OK? Pour ces différents clients qui sont également des third parties, des vendeurs sur la plateforme Amazon. Ensuite, coût de changement AWS diff. Il peut être élevé ou bas, mais avantage de coût au niveau de la logistique. C'est normal. Je suis moi-même mon propre fournisseur, donc je ne paye aucune commission à qui que ce soit. Et donc, vous avez les différentes preuves ici qui montrent à peu près ces éléments-là. Pouvoir de fixation des prix. Marge opérationnelle, machin, vous avez l'information. Bref, utilisez le prompt, allez jouer avec lui, vous allez voir à peu près. Il vous permet ici d'éliminer énormément d'entreprises. Prendre les entreprises qui servent à rien, on passe à autre chose. Et chacun de ces prompts-là peut être approfondi. Ce que je vous ai donné ici, c'est un prompt de niveau 1. D'accord? Il vous permettra ici de faire le moins d'erreurs possible, au moins de gagner du temps sur une entité. On en a d'autres ici également que je ne donnerai pas, bien sûr, gratuitement, mais qui existent. Donc, je pense dans le Top Premium Infinity, vous pouvez les avoir ici, puis en individuel. De toute façon, regardez la description de la vidéo de manière générale. Donc, pour moi, Amazon, la réponse ici est tout à fait correcte pour moi, dans le sens où ça me permet de... L'idée selon laquelle Amazon peut être intéressante, au-delà des chiffres, est élevée. On va le dire comme ça. La probabilité est élevée pour différentes raisons ici, qui sont juste des pistes de réflexion. Parce qu'on ne délègue pas le raisonnement à l'IA. Ça vous permet juste d'approfondir certains éléments ici. OK? Donc, comme on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Elle ne paye pas de dividende, Amazon pourrait payer un dividende tôt ou tard. Ça va arriver. Ça, c'est une certitude. Si elle continue à renforcer ses avantages concurrentiels. Et rappelez-vous d'une chose. Vous allez me dire que le segment e-commerce est déjà assez gros.
Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, ce n'est que 16% de taux de pénétration? Donc, le marché pourrait même encore doubler. Le chiffre d'affaires pour le segment e-commerce pourrait juste doubler sur les 10 prochaines années. Doubler. On n'atteindra même pas 50% de taux de pénétration. Je parle juste des États-Unis. Hein. Je n'ai pas parlé d'autres pays. Et donc, le potentiel de croissance est tout simplement énorme. Franchement, si vous n'avez pas du Amazon en portefeuille, je ne sais pas ce que vous faites sur Terre en ce moment. PER, mais les amis, pensez comme des entrepreneurs. C'est le moment de voir les choses plus loin que ça. OK? Bref. Rappelez-vous que je suis actionnaire d'Amazon, donc peut-être que je suis en train de vous hyper. Doutez de tout. D'accord? Comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, faites vous-même vos propres recherches. De manière générale, ce que je partage ici n'engage que moi. Et je me réserve toujours pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.